Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière d'un format que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, puisque aujourd'hui on va parler d'un seul auteur, on va parler d'Alain Damasio. Je pense que c'est une vidéo qui va pas mettre tout le monde d'accord, puisque Alain Damasio c'est quand même un auteur assez sujet à polémique. Et en plus dans cette vidéo on va parler politique et sexisme. Je pense que parmi les sujets qui mettent personne d'accord, le féminisme et la politique, c'est vraiment, ça se classe tout en haut du podium. Je vais commencer par vous présenter Alain Damasio, puis ses romans, puis je vais vous donner mon avis. Enfin non, d'abord je pense que je vais vous parler de la dévitalisation, qu'est-ce que c'est que ce concept, comment ça fonde l'œuvre d'Alain Damasio et quelles sont ses implications dans ses œuvres. Ensuite je vous parlerai de mon avis et notamment des choses qui me dérangent chez Alain Damasio, donc sa position d'auteur par rapport au lecteur, sa position un peu prophétique de lanceur d'alerte et le sexisme qu'il y a dans ses œuvres. Donc voilà, comme ça j'annonce le menu. Alors Alain Damasio c'est un auteur français qui est né à Lyon. Après son lycée il va rentrer dans une école de commerce à ses côtés, une des grandes écoles de commerce qui s'appelle l'ESSEC, quelque chose comme ça. Et là, il va découvrir un monde qu'il va apprendre à détester. En fait, il va découvrir un système de classe, une condescendance de classe. Ça va le révolter au plus profond de lui-même. Il va décider de quitter l'ESSEC. Et en fait, cette révolution intime qui va le traverser, ça va alimenter son engagement politique qui va commencer à cette période-là. Il va notamment se mettre à lire beaucoup de philosophes politiques, donc c'est là qu'il va devenir notamment un grand lecteur de tout ce qui va être Foucault, Deleuze, Derrida, tous ces machins-là. Et en fait, la lecture de tous ces philosophes va un petit peu nourrir sa pensée politique, nourrir sa créativité, et ça va l'inspirer en fait pour son premier roman, le roman d'anticipation dystopique La zone du dehors, qu'il va écrire quand il a la vingtaine, quelque chose comme ça, donc un roman de jeunesse, un roman vraiment qu'il écrit très jeune. Mais le moment où Alain Damasio commence à être vraiment connu du grand public, c'est quand il va publier son deuxième roman, La Horde du Contrevent, qui va devenir un chef-d'œuvre de la littérature, de l'imaginaire, qui est considéré comme un incontournable et qui est même en passe de devenir un classique. En dehors de ses romans, Alain Damasio écrit aussi un certain nombre de nouvelles qu'il écrit à la commande pour des magazines sur des sujets particuliers, donc toujours des sujets politiques, des sujets sociaux, parce que je pense que vous l'aurez compris, c'est ce qui intéresse Alain Damasio, c'est ce qui est vraiment à l'origine de son inspiration. Donc voilà, donc certaines de ces nouvelles sont notamment réunies dans un recueil qui s'appelle Aucun souvenir assez solide, qui paraît d'abord aux éditions La Volte et ensuite qui paraît dans la collection Folio SF. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais en fait tous ces romans ils paraissent d'abord chez la maison d'édition indépendante La Volte et ensuite ils sont republiés dans la collection poche de chez Folio SF. Alors pour en revenir à ce que je disais, Alain Damasio il a également publié un troisième roman qui s'appelle Les Furtifs, qui est paru pas l'été dernier, l'été d'avant je crois, ou peut-être l'été encore d'avant, je sais pas, mais qui est paru il y a pas très longtemps. Alors je précise tout de suite aussi, je n'ai pas lu Les Furtifs en fait, j'ai lu les 30 premières pages et ça m'a saoulée, donc j'ai abandonné ma lecture. Peut-être que je le reprendrai un jour, peut-être pas, on verra. Mais si vous attendiez un avis sur Les Furtifs dans cette vidéo, et vous l'aurez pas, parce qu'on va surtout parler de La Horde du Contrevent et de La Zone du Dehors. Donc voilà pour la petite présentation générale de l'auteur. Maintenant on va pouvoir parler de ses romans et je vais commencer par vous présenter La Horde du Contrevent, qui est mon roman préféré d'Alain Damasio et qui fait même partie de mes romans préférés. Donc c'est parti. Alors La Horde du Contrevent c'est un roman très connu qui est tellement populaire qu'il y a eu en fait plusieurs tentatives de l'adapter en jeu vidéo ou en BD. Donc les tentatives pour l'adapter en jeu vidéo, si je me souviens bien, elles ont échoué, elles n'ont pas eu le budget, ça n'a pas fonctionné. Par contre le projet de bande dessinée a lui bien réussi à aboutir puisqu'il y a déjà 2 tomes qui sont parus. Donc c'est Eric Enino qui a rescénarisé, qui a dessiné les bandes dessinées. C'est une interprétation personnelle de La Horde du Contrevent parce qu'en fait le scénario va pas être le même. Il y a des différences entre le roman et la BD, en tout cas dès le premier tome il y a des différences. Alors dans La Horde du Contrevent, l'élément principal ça va être le vent, c'est le vent qui a créé l'univers, c'est le vent qui modèle le paysage et c'est également le vent qui est au centre de l'intrigue. En fait on est sur un univers qui est en permanence balayé par un vent qui souffle uniquement de l'extrême amont jusqu'à l'extrême aval, un vent qui s'arrête jamais, qui a plusieurs degrés de puissance en fait, qui peut être très doux ou qui peut être très violent, tellement violent qu'il va déraciner des arbres, détruire des habitations, déchiqueter des corps. Dans cet univers il y a un ordre qui s'appelle justement l'ordre et qui a pour mission de former des enfants, de les former dès leur plus jeune âge pour qu'ils deviennent des hordiers. Donc on va leur apprendre des choses assez particulières, on va leur apprendre à se battre, on va leur apprendre à faire du feu, on va leur apprendre la science du vent, on va leur apprendre à déchiffrer le vent, tout un tas de compétences pour qu'ils puissent former une horde. Et en fait une horde c'est un groupe d'une vingtaine de personnes qui est chargé de remonter le monde en fait depuis l'extrême aval jusqu'à l'extrême amont, de marcher contre le vent jusqu'à aller retrouver la source du vent. Et en fait la difficulté de cette mission c'est que plus tu t'approches de la source du vent, plus le vent est violent, plus le vent est imprévisible
imprévisible et plus en fait le terrain est abîmé, plus c'est difficile de marcher et d'avancer. C'est ce qui fait que jusqu'ici, personne n'a réussi à aller jusqu'à la source du vent, et c'est ce qui fait également donc qu'il y a tout un tas de légendes sur cette fameuse source du vent. Les gens pensent qu'en fait si on arrive à atteindre l'extrême amont, à trouver la source du vent, on va pouvoir couper le vent. Dans la horde, chacun a des compétences particulières, chacun a un rôle spécifique, c'est-à-dire qu'on va avoir le traceur, donc Golgoth, qui est le chef de la horde, qui est la personne qui est chargée de trouver le chemin le plus court et le plus efficace pour retrouver l'extrême amont. On va avoir l'aéromaîtresse, qui est du coup Orochi, et qui elle est la spécialiste du vent, qui parvient à déchiffrer le vent et à prévoir un petit peu ce qui va se passer. On a également la soigneuse, on a le protecteur, on a quoi d'autre, on a la feuleuse, la personne qui est chargée de faire du feu, on a qui d'autre. Bref, il y a tout un tas de personnes, ils ont tous des compétences particulières, et en fait l'intérêt du truc c'est que si quelqu'un meurt, la horde est du coup privée des compétences de cette personne. Et nous en fait dans le roman on va suivre la 34e horde, qui est considérée comme la meilleure horde depuis longtemps. Il y a vraiment énormément d'espoir sur leurs épaules, les gens considèrent vraiment, enfin espèrent vraiment qu'ils vont réussir à atteindre l'extrême amont. Enfin en tout cas il y a une espèce de légende qui dit que c'est eux qui vont réussir à trouver l'extrême amont en premier. Donc voilà, nous on va commencer le roman. Ils ont déjà quitté Aberlas depuis longtemps, ils sont adultes, ils ont une trentaine d'années. On va les suivre dans ce qui est une quête un peu mystique, un peu religieuse, une initiation et une aventure assez dingue en fait. Et évidemment sur le chemin ils vont être confrontés à tout un tas d'obstacles, donc il va y avoir tout un tas de péripéties. L'obstacle premier ça va être le vent. Il y a également des intrigues politiques qui vont parfois faire qu'on va leur refuser le passage à certains endroits. En obstacle ils vont également devoir lutter contre la poursuite, qui est un groupe secret chargé de les éliminer. Et ils vont également faire la rencontre des crônes, qui sont des créatures étranges, des créatures faites de vent ou modelées par le vent, on sait pas trop, mais en tout cas des créatures qui vont les ralentir dans leur chemin vers l'extrême amont. La Horde du Contrevent, c'est vraiment un roman qui est très riche et très complexe. Déjà c'est un roman qui est assez long, qui est assez dense, il y a vraiment plusieurs couches de narration qui vont se superposer, ce qui fait qu'on va avoir plusieurs degrés de lecture. C'est à la fois un roman épique, et c'est peut-être le premier degré de lecture qu'on puisse avoir, mais c'est également un roman poétique et un roman philosophique. C'est un roman que j'aime beaucoup, que j'ai adoré lire, que j'ai adoré relire, et qui procure vraiment une expérience de lecture assez unique et assez incroyable. Donc voilà. Alors maintenant on va pouvoir passer au deuxième roman, mais qui sera en fait le premier roman d'Alain Damasio. Il s'agit donc de La Zone du dehors. Donc La Zone du dehors, c'est un roman d'anticipation dystopique, c'est un roman politique, et c'est aussi ce qu'on peut appeler un roman à thèse. Enfin je pense vraiment qu'on peut le qualifier de roman à thèse. Vous allez pouvoir le constater, c'est un roman qui m'enthousiasme nettement moins que La Horde du Contrevent. Autant j'adore La Horde du Contrevent, autant je n'aime pas du tout La Zone du dehors. On va se situer sur Cerclon, qui est une ville qui est posée sur un astéroïde. Alors je sais plus c'est un astéroïde de quelle planète ou un satellite de quelle planète, mais en fait Cerclon c'est une petite ville fondée sur la technologie, posée sur un astéroïde plutôt hostile à l'homme en tout cas, puisque c'est un énorme désert de pierre où l'air est irrespirable. Donc en fait à Cerclon on ne survit que grâce à la technologie, des grandes machines qui brassent de l'oxygène, ce genre de choses. Au début du roman on va découvrir Cerclon, elle va paraître comme une ville un peu froide, un peu lisse, très propre sur elle, artificielle. C'est un peu une ville faussement parfaite, une ville qui donne l'illusion d'une parfaite démocratie et du parfait bonheur de ses habitants. Et en fait comme c'est une dystopie, on va assez vite se rendre compte que derrière cette illusion de tout est parfait, tout va bien, se cache en fait un système politique et social totalement aliénant, et on va vite découvrir qu'on n'est pas du tout en fait dans une société démocratique, qu'on est en fait dans ce qu'on appelle une société de contrôle. Et c'est justement ça qu'Alain Damasio va vouloir dénoncer. Il va vouloir dénoncer la société de contrôle et la social-démocratie et tous les dispositifs qui sont mis en place pour créer une oppression du peuple et une manipulation du peuple. Donc voilà, ça va être tout l'enjeu politique un petit peu du roman, et l'enjeu narratif aussi. Dans sa construction, c'est une dystopie assez classique en fait. On va découvrir une société aliénante, et on va découvrir un groupe de révoltés qui va se battre contre cette société. Nous, on va suivre le groupe de personnages qui va se révolter contre cette société, donc qui sont des voltés en fait, qui appartiennent au groupe révolutionnaire anarchiste La Volte, et qui se font donc appeler les voltés. On va notamment suivre un personnage principal qui s'appelle Capt, et qui est plus ou moins, qui est en fait le chef des anarchistes. Le roman se passe en 2084, et c'est pas un hasard en fait, ça fait signe vers George Orwell 1984, et Alain Damasio explique qu'en fait il a voulu écrire de la même manière que Orwell avait écrit le grand roman de la société totalitaire. Lui il voulait écrire
le grand roman de la société de contrôle. Donc voilà, il admet lui-même que c'était une ambition un peu démesurée, mais que c'était ce qu'il voulait faire, il voulait parler de la société de contrôle. La société de contrôle, c'est un concept qui a été forgé par les philosophes politiques et notamment par Deleuze dans un très court texte qui s'appelle La société de contrôle justement, qui est disponible en PDF sur internet et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, Alain Damasio, son ambition avec la zone du dehors, c'est d'illustrer par la fiction les dispositifs et le fonctionnement de la société de contrôle, mais à sa sauce en fait, interprété par lui-même et notamment assaisonné avec d'autres philosophes. Il va notamment beaucoup parler de Foucault. Donc voilà, en gros pour les résumer, je pense que c'était assez clair et que c'était assez approfondi. J'espère que j'ai rien oublié d'important, mais on va parler tout un tas de choses derrière, donc voilà. Alors on va pouvoir passer à la suite. Maintenant je voudrais vous parler de la dévitalisation, qui est un concept vraiment clé dans l'œuvre d'Alain Damasio et que je considère comme le concept qui permet de tout expliquer quasiment dans son œuvre, qui permet de rallier à la fois le propos philosophique, le propos politique et la narration de ses romans. Alors la dévitalisation, c'est un concept qu'Alain Damasio a forgé lui-même, qu'il a inventé, mais qui est inspiré par tout un tas d'influences philosophiques et politiques. Je pense que vous aurez compris qu'avec Alain Damasio, il y a toujours des influences de philosophes politiques ou de philosophes derrière, il n'y a rien au hasard, il est très inspiré, c'est un érudit, un intellectuel, il lit énormément. Pour revenir à la dévitalisation, c'est donc un concept qui est surtout influencé par Nietzsche et sa philosophie vitaliste. En gros, la dévitalisation, c'est l'idée que dans nos sociétés, il y a tout un tas de dispositifs, de choses qui font qu'on est vidé de notre vitalité, qu'on se dévitalise. Et ce qu'Alain Damasio appelle la vitalité, c'est quelque chose qu'on a tous en nous et qui est une espèce d'élan primitif vers la vie, vers la créativité, vers l'autre. La dévitalisation, c'est un concept qui est omniprésent dans l'œuvre d'Alain Damasio, notamment dans la zone du dehors, qui est vraiment... c'est là où c'est le plus explicite en fait, puisque c'est justement pour la vitalité que les révoltés vont se battre contre Cerclon, puisque justement Cerclon, c'est le stéréotype de la société aliénante, de la société qui dévitalise ses citoyens. Et justement, les citoyens de Cerclon vont du coup être le parfait stéréotype de l'homme dévitalisé, de l'homme qui est tellement privé de sa vitalité qu'il devient un petit peu une coquille vide, qu'il ressent plus d'émotions fortes, qu'il a plus cet élan vers l'autre, vers la communauté, qu'il est privé de sa puissance physique, qu'il devient un peu fade en fait. C'est un homme dévitalisé, c'est un peu un homme fade, privé de toute sa fougue et de toute sa puissance. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Et du coup, une grande partie du roman, La zone du dehors, va justement être consacrée à montrer du doigt et dénoncer ces dispositifs de dévitalisation. Par exemple, la surveillance constante de tout le monde par tout le monde. Mais il va y avoir aussi tout ce qui va être réglementation de l'espace, de la liberté de circuler, la technologie. Alain Damasio, et c'est une de ses grandes particularités, a un propos très technocritique, voire technophobe dans ses œuvres, même dans ses interviews en fait. Il passe son temps à expliquer qu'il refuse le smartphone et pourquoi il refuse le smartphone. Il critique les réseaux sociaux, en fait. Il considère que de manière générale, la technologie est un des plus grands vecteurs de dévitalisation qu'on a dans notre société, puisque la technologie va nous faire déléguer à un objet, à un objet, c'est ça, quelque chose qu'on pourrait faire nous-mêmes avec notre corps et notre esprit. Par exemple avec le GPS, un exemple assez connu, c'est que quand tu vas utiliser ton téléphone pour faire ton GPS, tu vas peut-être arriver plus vite, même arriver tout court à ta destination, mais tu vas te priver toi-même de ta capacité à te repérer dans l'espace, de ta capacité à déambuler dans l'espace, et ça c'est une manière de se dévitaliser. Alain Damasio par ailleurs critique énormément les réseaux sociaux. Dans ses nouvelles Aucun souvenir aussi solide, les réseaux sociaux c'est le monstre mythologique quasiment. C'est même comparé plusieurs fois à des hydres en fait, des hydres à plusieurs têtes, à des serpents. Il y a un petit côté méduse, fascination dans sa conception du réseau social, puisqu'en fait il va considérer que le réseau social, au lieu de créer du lien entre les individus, va anéantir ce lien, va pervertir ce lien. Il a une conception assez étrange du réseau social, que je trouve personnellement totalement datée. En fait, je pense pas qu'Alain Damasio a vraiment compris ce que c'était que les réseaux sociaux. Une partie au moins de l'attrait des réseaux sociaux, c'est ok le fait que ça sécrète des endorphines à chaque fois que t'as un like, mais c'est aussi l'envie de partager avec les autres. Bref, on va pas parler de ça tout de suite, mais Alain Damasio critique notamment beaucoup les réseaux sociaux, il critique énormément les technologies et surtout les biotechnologies. En fait, dès que le corps va être transformé par la technologie, Alain Damasio, là, ça le panique totalement, il sait plus où se mettre, enfin si, il sait où se mettre, en fait, il sait gueuler, dire que non, ça va pas. Il est totalement contre les biotechnologies, il va vraiment se poser en fervent défenseur de l'humanité contre le transhumanisme. Il aime pas l'homme augmenté. Tout ce qui va être biotechnologie pour augmenter, pour améliorer le corps, Alain Damasio, il le refuse en fait. Il pense qu'on doit pousser notre corps dans le maximum de sa puissance, dans le maximum de la vitalité de notre corps, et il considère même que pour être vraiment en vie, pour être pleinement dans un élan de vitalité, il faut habiter son corps
au maximum. Et en fait il a une vision presque un peu mystique de la corporéité et de la manière de vivre avec son corps, puisque vraiment on doit presque malmener notre corps, le pousser à ses limites pour être pleinement en vie. Alors les sportifs se retrouveront peut-être dans cette manière de penser, mais ça c'est pas tout à fait réaliste non plus. Il y a tout un tas de gens, et je me comprends dedans, pour qui le corps c'est pas juste un outil de puissance, c'est un outil de jouissance qui nous permet d'arpenter l'espace et de vivre des choses géniales. Le corps en fait parfois c'est quand même quelque chose qui nous fait souffrir. Les personnes atteintes de maladies chroniques ou de maladies tout court se reconnaîtront sûrement. Le corps en fait c'est pas juste un objet de jouissance, et quand t'as mal régulièrement ou tous les jours, tu considères pas tellement que ça fasse ta vitalité d'avoir mal. Il a une conception aussi de la souffrance et de la souffrance corporelle qui est un peu perché en fait. La souffrance est tellement omniprésente qu'il y a une espèce de lyrisme de la souffrance qui est presque érigé en... Si tu veux être vraiment humain, il faut souffrir avec ton corps en fait. Et dans la Horde du Contrevent surtout, il y a cet aspect. Et je trouve ça un peu dingue en fait. Enfin... Il y aurait évidemment tout un tas de choses à dénoncer sur le validisme de cette idéologie, mais j'ai pas assez étudié la question pour en parler. Mais bref, je crois que je me suis un peu éloignée du sujet. Bref, on va s'arrêter là sur le sujet et on va maintenant passer à l'écriture d'Alain Damasio, à son style et quelles sont ses caractéristiques et pourquoi on considère Alain Damasio comme une espèce de virtuose de la plume. Je trouve justement qu'une des choses les plus intéressantes avec Alain Damasio, ça va être son style, son écriture et la manière dont il la travaille, puisqu'il a une conception de la langue qui est assez unique en fait en littérature de nos jours, je trouve, puisqu'il va allier une sorte de mimétisme de la langue, de cratilisme et d'envie d'une langue totale. En fait, quand je vous dis qu'il a envie d'une langue totale, c'est parce qu'il va essayer, par sa langue, de solliciter au maximum le lecteur. Il va essayer de solliciter à la fois tous les sens du lecteur, donc l'ouïe, mais également la vue et même la sensation du corps, mais également de solliciter les capacités cérébrales du lecteur, donc sa mémoire, ses références, pas son intelligence, mais sa manière de réussir à capter les sous-entendus et les multiples jeux de mots et de jeux de langage qu'il va faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une langue totale et une langue très riche et très travaillée. Par exemple, la langue d'Alain Damasio est très musicale. Dans son œuvre, il y a énormément de procédés sonores, de rimes, d'allitération, d'anaphores, d'assonances. Il va créer des ambiances sonores, notamment reliées à certains éléments. Par exemple, dans la Horde du Contrevent, quand le vent est important dans la narration, quand il est proche, quand il existe dans l'action, il va utiliser des mots qui vont faire en fait des allitérations, des assonances, je sais plus, une répétition du son S en fait, des sifflantes et des chuintantes, donc du son S et du son che, qui vont en fait être une manière de faire venir le vent dans la narration, mais de le faire entendre également. Il s'agit pas juste de le montrer par la narration, mais de le faire entendre au lecteur en fait justement avec ces répétitions du son S. Ça va être le cas également dans la zone du dehors avec le désert, donc le dehors en fait qui est un désert de pierre, un désert aride. Quand les personnages sont dans le dehors, il y a notamment beaucoup de passages avec des répétitions de sons un peu gutturaux, de airs, de choses comme ça, qui sont là justement pour faire entendre le choc des pierres et l'espèce de grondement sourd et rocailleux du désert. Il travaille également sur une certaine mimologie en fait entre l'action narrative qu'il va représenter et le mot qu'il va utiliser, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que l'action que vivent les personnages soit traduisible au lecteur, notamment grâce au son. Par exemple, dans une phrase que je vais vous lire tout de suite et qui en fait est tirée du premier chapitre de la Horde du Contrevent, on a une phrase qui va vraiment bien résumer le travail musical de Alain Damasio sur sa langue. Alors du coup, je vous lis ça. Sous mon casque, le son atroce du roc ponce perce, mes dents vibrent, je plie contre Pietro, des aiguilles de quartz crissent sur mon masque de contre. Alain Damasio, il a choisi des mots pour que le son du mot fasse écho à la situation que vivent les personnages, par exemple la répétition du son S pour signifier le vent en fait, puisqu'ils sont en plein milieu d'une tempête de vent. Il y a également le mot vibrer en fait, mais dans vibre, en fait vibre, ça justement le son c'est une vibrante, donc ça fait vibrer l'air dans la bouche. Et on a le mot crisse en fait, les aiguilles de quartz crissent contre mon casque, qui font entendre justement des sons qui crissent en fait. En ce qui concerne le travail visuel sur la langue, Alain Damasio il travaille notamment énormément sur la ponctuation notamment dans la Horde du Contrevent, ça lui permet d'écrire le vent en fait, la ponctuation c'est ce qui permet d'écrire la langue du vent. Il y a aussi un énorme travail sur le glyphe et sur le symbole. Comme je vous l'ai dit, la Horde du Contrevent c'est un roman polyphonique et donc du coup pour savoir qui parle en fait au début de chaque paragraphe, de chaque changement de voix, on a un petit symbole en fait qui désigne le personnage qui parle. Donc en fait chaque personnage a son symbole, par exemple sauf le personnage principal c'est une parenthèse et en fait le symbole n'est pas choisi au hasard, le symbole a un sens
le symbole évoque quelque chose qui rajoute du sens à l'identité du personnage. Par exemple, Sauve, le symbole qui va le représenter, c'est une parenthèse et ça va du coup symboliser l'homme debout, mais vous savez, l'homme qui ploie sous le vent comme le fameux roseau qui ploie mais ne se brise pas. Golgoth, son signe, c'est une espèce de casque, je crois quelque chose d'assez massif, d'assez lourd qui du coup représente le personnage. Donc voilà, en fait, la langue d'Alain Damasio, ça va être une superposition de couches de sens, un enrichissement permanent de la langue, c'est-à-dire que dans une phrase, tu vas avoir le sens littéral de la phrase, mais tu vas avoir le sens rajouté des effets sonores, le sens rajouté des effets visuels, le sens rajouté des figures de style, des métaphores, des comparaisons, mais également des jeux de mots, mais également des jeux de référence, ce qui fait qu'en fait c'est une langue sur plusieurs étages et qui est extrêmement riche, extrêmement travaillée en fait. Donc voilà, c'est tout pour le style d'Alain Damasio, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, donc maintenant je vais pouvoir vous parler de mon avis sur ces deux romans, donc sur La Horde du Contrevent et La Zone du Dehors, mais je pense que vous aurez un peu déjà deviné quelle va être mon opinion. J'adore La Horde du Contrevent, vraiment La Horde du Contrevent ça fait partie de mes romans préférés, c'est un roman qui m'a plongée dans une expérience de lecture absolument unique et inoubliable en fait, c'est un roman que j'ai adoré me plonger dans cet univers. J'ai adoré la brutalité de cet univers, en même temps sa poésie. Bref, j'ai adoré ce roman. Par contre, La Zone du Dehors, je l'ai déjà dit, je n'aime pas du tout ce roman. Et là, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que je reproche en fait à ce roman et qu'est-ce que je reproche à Alain Damasio, parce que je pense que vous l'aurez deviné, je suis pas très neutre sur le sujet. Je n'aime pas trop Alain Damasio. J'aime beaucoup le roman La Horde du Contrevent. J'ai beaucoup aimé lire ses nouvelles aussi, Aucun souvenir assez solide. Mais lui, en tant que personne, je le trouve... ouais, c'est pas facile, il n'y a pas moyen de dire ça gentiment, mais en fait, je le trouve, c'est une personne que je trouve imbuvable en fait. J'aime pas l'écouter parler. Quand je vois des interviews de lui, je lève les yeux au ciel, je le supporte pas, je le trouve dangereusement mégalomane, je le trouve narcissique, je le trouve pédant. C'est vraiment la caricature, mais vraiment la caricature ultime de l'intellectuel de gauche qui se veut super progressiste, qui se dit anarchiste, progressiste, machin, féministe et tout, mais qui en fait est super sexiste et est ultra problématique sur tout un tas de sujets. Alors, pour en revenir à La Zone du Dehors, si je n'aime pas ce roman, c'est pour tout un tas de raisons, mais une des raisons principales, c'est que je trouve que ce roman est super cliché. Par exemple, les révolutionnaires, donc les personnages qu'on va suivre, les Voltés, sont super clichés. Dans la construction des personnages, dans la construction de ce groupe de révoltés, en fait, je trouve qu'il y a tout un tas de choses qui vont pas. Déjà, ce sont des anarchistes. Donc normalement les anarchistes n'ont pas de chef, mais là ils ont un chef. Mais en même temps c'est pas vraiment un chef, c'est un leader. Mais en fait c'est leur chef, et d'ailleurs il s'appelle Capt, abréviation de Captain, donc ça va pas du tout. Du coup on se retrouve avec des anarchistes qui ont un chef, et en plus ce chef est lui-même une caricature, parce que c'est un prof de philosophie, un homme à femme, un poète militant, enfin on se retrouve avec un chef qui est lui-même une caricature d'une espèce d'idéal un peu daté de l'intellectuel de gauche en fait, de l'intellectuel révolutionnaire. Et ce personnage ne va pas du tout en fait. Ce personnage qui d'ailleurs, le plus gros problème que j'ai avec ce personnage, et que d'ailleurs que j'ai avec Alain Damasio, c'est qu'en fait Alain Damasio dans ses œuvres, il crée des alter-ego de lui-même. Il crée dans ses œuvres des personnages qui sont des figures de l'auteur, des personnages qui sont un peu des fantasmes de lui-même, de la manière dont lui il se conçoit. Bref, pour en revenir aux révolutionnaires, je les trouve aussi de manière générale assez ridicules en fait. Quand ils font leurs grands discours révoltés au peuple ou entre eux pour défendre tel ou tel machin ou pour dénoncer tel ou tel truc, en fait c'est tellement d'emphase, tellement caricatural que ça en est totalement ridicule en fait. Enfin moi que j'ai trouvé ça totalement ridicule, et encore une fois je le répète, j'ai pas de problème avec le fond des convictions d'Alain Damasio, vraiment pas. Je suis 100% pour l'anarchisme, je suis 100% pour le communalisme, j'ai pas de problème avec le fond de ses convictions, j'ai un problème avec la forme en fait, la forme de tout ça. La forme de La Zone du Dehors, et d'ailleurs même le contenu de La Zone du Dehors parfois il est voilà, mais bref, donc quand ils font des discours, ces personnages c'est tellement exalté, c'est tellement emporté, il y a tellement d'emphase en fait, il y a tellement d'envolées lyriques, il y a tellement d'envolées poétiques, il y a tellement de trop en fait, que en fait ça en devient ridicule, que ça devient caricatural et que ça devient un peu gênant en fait. Et en fait, on en revient à nouveau au problème que j'ai avec Alain Damasio, qui est le fait qu'il crée des alter-ego de lui dans le roman, des espèces de fantasmes de la figure de l'auteur dans le roman, et que en fait, quand ce sont ces personnages qui parlent, c'est totalement Alain Damasio qui parle, et on voit Alain Damasio qui se prélasse en fait dans les discours, dans ses grands discours, dans ses capacités oratoires. Mais bref, on va s'arrêter là sur ce sujet et on va attaquer un sujet non moins problématique, puisqu'on va s'attaquer au sexisme de l'œuvre d'Alain Damasio. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, alors notamment dans La Zone du Dehors, où pour en revenir à nouveau au cliché, parce que cliché et sexisme, vous allez voir que ça va ensemble,
On a le personnage de Boule de Chat qui est le seul personnage féminin de la zone du dehors, que Alain Damasio trouve c'est un personnage très beau. Mais en fait il va falloir lui expliquer que c'est pas parce que le personnage est beau dans sa tête que le personnage n'est pas profondément mal construit et profondément sexiste en fait. Mais ça, Alain Damasio, quand les gens lui font des remarques sur le sexisme dans ses œuvres en interview, il a tendance à un petit peu, vous savez, il noie le poisson, il étouffe le truc, il répond un peu à côté. Je crois qu'il a pas très envie finalement de se confronter au fond du problème, et le fond du problème c'est que son idéologie, sa manière de concevoir la vitalité et la révolution sont profondément virilistes, masculinistes et problématiques en fait. Bref, alors, pour en revenir au personnage de Boule de Chat, c'est donc le seul personnage féminin de la zone du dehors. C'est un personnage qu'on va rencontrer dès les premières pages de la zone du dehors, c'est un personnage dont les premiers éléments qu'on va avoir pour la caractériser, c'est qu'elle est très séduisante. Elle est vraiment très séduisante dans cette petite combinaison d'extérieur là. Elle est très bonne et elle a très envie de relations charnelles avec le héros, le fameux professeur d'université Capt. Relations charnelles qu'ils vont avoir et en fait peu de temps après, on va découvrir assez vite qu'en fait ce personnage est profondément débile en fait. Ce personnage est mais d'une stupidité à toute épreuve. En plus de ça, c'est une bourgeoise qui est venue s'encanailler avec les héros révolutionnaires parce qu'évidemment ça n'aurait pas pu être le fruit d'une réflexion politique, d'une conscience du monde assez aiguë. Non, en fait, elle vient s'encanailler avec les révolutionnaires, et notamment avec celui-ci, parce qu'elle l'aime, en fait, parce qu'elle le trouve séduisant. Bref. Et encore en plus de ça, c'est un personnage qui est infidèle. Cette femme, donc le seul personnage féminin du roman, est infidèle au héros dans le roman. Ça véhicule encore une fois un cliché de la femme incapable de contrôler ses pulsions, de la femme, vous savez, de la femme charnelle en fait, un cliché qui existe depuis le Moyen-Âge en fait. C'est un cliché qu'on retrouve dans les fabliaux du Moyen-Âge, c'est un des grands ressorts comiques du fabliau, c'est de la femme du paysan qui rentre et qui voit sa femme au lit avec le prêtre. C'est un cliché qui existe depuis des siècles, là je vous parle du Moyen-Âge, mais je suis absolument sûre qu'il existait déjà dans l'Antiquité, donc voilà, il est quand même temps de passer à autre chose, surtout quand on se veut un auteur de gauche, c'est le genre de choses il faut pas faire en fait, enfin juste c'est problématique et c'est quand même assez offensant pour les femmes que le personnage qui représente les femmes, enfin le seul personnage féminin, soit une telle cruche en fait. Enfin c'est un personnage qui est entièrement vu à travers le regard désirant du personnage masculin. Bref, c'est un personnage qui va pas du tout, mais c'est vraiment loin d'être le seul problème avec le sexisme dans l'œuvre. Il y a également dans la zone du dehors une scène d'agression sexuelle, voilà une magnifique petite scène de la culture du viol. Il s'agit d'une scène où en fait un de nos héros, donc qui appartient au groupe de révoltés, pose une clameur, donc une espèce de message vocal sur un mur, ce qui est interdit, ce qui est illégal, et en fait il va se faire voir par une femme, une bourgeoise, qui va arriver et lui dire en gros de se casser d'ici fissa parce qu'il a rien à faire. Et en fait la réaction du personnage quand il voit cette bourgeoise arriver et lui dire de partir, c'est qu'il a envie de la violer et de la frapper, parce que il ne supporte pas son attitude de bourgeoise en fait. Et c'est dit tout à fait explicitement dans le texte, hein. C'est dit que en la voyant toute propre sur elle, saturée d'ordre et de propreté, toute lisse et tout, ça lui donne envie de la violer. Et c'est... Et donc, le personnage va frapper cette femme, il va la voir terrifiée, et en la voyant terrifiée, il va être plein d'une espèce d'exultation, presque même de jouissance sexuelle. Et c'est affreusement problématique, ce passage est absolument affreux en fait. Justifier le fait que quelqu'un mérite de se faire violer parce qu'il est bourgeois, c'est terrible en fait. C'est véhiculer l'idée que la victime du viol est responsable d'une manière ou d'une autre de l'agression, ce qui n'est faux. Ce qui est faux dans absolument tous les cas des violences sexuelles, des viols, la victime n'est jamais coupable et c'est toujours le coupable qui est coupable en fait. Et là, cette scène, c'est problématique sur plein de plans, déjà parce que ça montre que c'est la femme, la bourgeoise, qui est un peu responsable de la pulsion qu'a l'homme de la violer, puisque c'est elle qui est toute propre, c'est elle qui ramène, c'est elle qui est toute propre, toute ordonnée, c'est ce qui lui donne envie à lui de la désordonner en quelque sorte, donc c'est elle la coupable, donc c'est problématique. Mais ce qui est gravissime en plus ici, c'est qu'en fait la violence et la violence sexuelle du personnage, c'est vu comme une caractéristique de sa vitalité. Parce que en fait, la vitalité, c'est aussi le désordre, puisque la vitalité dans l'œuvre d'Alain Damasio, c'est le désordre, c'est la révolte, c'est la puissance en fait, c'est de ne pas respecter les règles. Et le problème, c'est que si la vitalité est érigée en objectif, en idéal, et que la vitalité est caractérisée par l'envie
du viol, enfin je schématise évidemment, c'est ultra problématique. Il y a tout un tas de choses à dire sur le sujet, sur la manière dont la vitalité et la manière de concevoir la révolution chez Alain Damasio sont imprégnées d'un virilisme assez ignoble, mais j'ai pas franchement le temps de m'étendre dessus parce que la vidéo est déjà assez longue. Et en plus il y a un super article qui a été fait par 3 femmes dont je vous lis les noms. Il s'agit de Leila Bergouniou, Nina Faure et Yelena Perret qui ont fait un super article sur le sujet du virilisme et du sexisme dans la Horde du Contrevent. Je vous invite à aller le lire, je vous mettrai le lien en barre d'infos et nous on va passer à autre chose. Alors certains diront sur le sujet du sexisme dans la zone du Dehors que c'était son roman jeunesse, que voilà il a évolué. Et dans la Horde du Contrevent, il dit qu'il a des très beaux personnages féminins et là je suis obligée de m'insurger, c'est faux en fait. Les personnages féminins dans la Horde du Contrevent sont très souvent, contrairement aux personnages masculins, ramenés à une espèce, là encore, d'instinct maternel. Il y a des personnages féminins qui abandonnent le combat parce qu'elles veulent devenir mères ou parce qu'elles sont trop tristes, parce qu'elles ont perdu leur amoureux, enfin bref, les personnages féminins sont vraiment ramenés à leurs émotions, à leur faiblesse émotionnelle et elles sont également aussi beaucoup considérées comme des objets sexuels en fait. Les personnages féminins de la Horde, on nous précise qui a couché avec qui, enfin elle a couché avec qui, combien de fois machin, qui sont ses amants, chose qu'on ne précise pas pour les personnages masculins en fait. Donc déjà il y a un déséquilibre et c'est problématique. Il y a un déséquilibre tellement fort que non, on peut pas dire qu'il y a de très beaux personnages féminins dans la Horde. Il y a des personnages féminins à peine correct, honnêtement, à peine correct. Non, il y a un personnage correct et les autres personnages qui sont à peine corrects ou pas corrects. Parce qu'il y a des personnages vraiment, le personnage de Kali Roé, je crois, on nous précise à chaque fois qu'elle est vraiment super belle et qui sont vraiment super envie de se la taper les mecs. On a le personnage de Almé, la soigneuse, qui est en fait totalement caractérisée par sa maternité, son désir de maternité et tout. L'autre problème avec Alain Damasio sur le sujet du sexisme, c'est quand on lui fait la remarque en interview, il va avoir tendance à un peu à noyer le poisson, à se dédouaner, à se chercher des excuses, à essayer de se justifier par mille et un moyens en attaquant presque les personnes qui le critiquent, en attaquant presque en disant oui mais il y a des biais cognitifs, gna gna gna, qui sont que des moyens en fait de se sortir de la panade, de s'excuser lui-même en fait. Il se trouve un peu des explications à lui-même pour pas voir le problème frontalement qui est que sa conception de l'humain idéal, son utopie d'humain, le truc dont il rêve, c'est quand même, enfin l'humain parfait selon lui, l'idéal, le très humain, l'homme plein de vitalité, c'est quand même un idéal qui est plein de marqueurs de masculinité et de virilisme, et que ça, s'il le remet pas profondément en question, s'il se questionne pas profondément là-dessus, en fait le problème du sexisme avancera pas de manière significative dans ses œuvres. Donc je pense qu'Alain Damasio, sa remise en question sur ces sujets là, elle est assez superficielle en fin de compte, mais voilà, bref, c'était mon avis dessus, hein. Vous pouvez avoir un avis différent, même si je serais pas d'accord avec vous, mais vous pouvez quand même, et il sera tout à fait valable, mais bref, donc on va finir là-dessus. Donc voilà, c'était pas une vidéo pour vous dire ne lisez pas Alain Damasio, c'était une vidéo pour vous donner mon avis complet sur le sujet. Je trouvais ça important parce que c'est un sujet voilà, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi en fait, c'est un sujet qui m'a travaillé donc j'avais vraiment envie de le partager et c'était aussi pour peut-être vous dire de faire attention à certains aspects de l'œuvre pour avoir peut-être plus de distance critique avec Alain Damasio. Quand on est en accord avec les convictions d'un auteur, on a en général tendance à peut-être se laisser emporter, à peut-être perdre ce regard critique et du coup à adhérer à des choses ou à accepter des choses que normalement on ne tolérerait pas. Enfin bref, vous aurez compris, c'était une vidéo pour parler de mon avis, chose que j'ai fait en large et en travers et je suis très satisfaite de l'avoir fait, mais également pour voilà, pour peut-être vous rappeler que certaines choses chez Alain Damasio demandent de les lire avec plus de distance et un regard critique un peu plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné aussi envie d'aller lire les articles que je vais vous mettre en barre d'infos, donc l'article sur le virilisme et l'article de Deleuze sur les sociétés de contrôle, parce que c'est deux articles très courts mais très percutants et très intéressants. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Alain Damasio, si c'est en projet, si vous avez aimé ou si vous partagez certaines des opinions que j'ai pu émettre dans cette vidéo. Bon voilà, sur ce je vous souhaite de faire de bonnes lectures et je vous dis à vendredi ou à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.